Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'un équilibre précaire. C'est peut-être comme ça qu'on peut décrire cette journée de marché avec des indices actions qui se reprennent. On est en hausse en Europe en cette fin de séance. Une hausse de quasiment 1% pour le CAC 40 qui tourne autour des 6300 points. Alors qu'on voit depuis quelques jours maintenant et quelques semaines depuis le début du mois une baisse des rendements obligataires avec un 10 ans américain qui est retombé à 2,75 et même un peu moins venant de 3,15% et même un peu plus il y a 3 semaines maintenant. Donc cette détente obligataire offre quand même un peu de support peut-être pour les investisseurs actions aujourd'hui en tout cas. Un équilibre précaire avant l'événement du jour sur les marchés qui sera la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se déroulait les 3 et 4 mai derniers avec dans le sillage de cette réunion une hausse de taux de 50 points de base qui avait été délivrée. On aura donc les minutes, le compte-rendu des débats qui ont eu lieu à l'occasion de cette réunion de la Réserve fédérale américaine. En attendant la prochaine, 14 et 15 juin prochain, qui devrait voir là aussi une nouvelle hausse de taux de 50 points de base de la part de la Banque centrale américaine. Du côté des entreprises, on est de plus en plus attentif aux différents avertissements qui commencent à s'accumuler. La série a commencé il y a quelques jours dans le secteur de la grande distribution avec Walmart et Target sur le marché américain. On a eu un gros avertissement de Snap hier en lien avec le marché de la publicité en ligne, notamment des considérations macroéconomiques qui ont été mises en avant par la direction de Snap. L'exemple du jour, parmi d'autres, c'est celui d'Ocado sur le marché britannique, un groupe spécialisé dans la distribution alimentaire en ligne, un groupe de e-commerce qui avertit aujourd'hui à la fois sur ses ventes et sur ses marges pour l'exercice 2022. Voilà donc pour le tableau du jour sur les marchés financiers. Beaucoup de sujets de discussion avec nos invités à suivre dans un instant, à commencer par ces alertes micro et macro qui se multiplient. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons ce soir du thème des entreprises familiales, un capitalisme familial que les investisseurs boursiers apprécient généralement et depuis longtemps. Nous ferons le point sur cette thématique de l'entreprise familiale en bourse avec Clémence de Rothiacob, gérante Small et Mid Cap chez Richelieu Gestion, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci à Florent Delorme d'être avec nous ce soir également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez M&G Investments et Christophe Barrault est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities. Les alertes sur la croissance se multiplient, Christophe, et il ne s'agit plus uniquement de sentiments ou d'enquêtes d'opinion qui sont déjà très dégradées et qui se dégradent chaque mois un peu plus. Là, on parle de données dures dans la consommation, sur le marché immobilier américain. Je reste encore assez frappé par la réaction de marché hier après la publication de la baisse des ventes de maisons neuves aux États-Unis, une baisse qui s'est accélérée sur un mois, moins 16%. On retrouve en niveau, en termes de maisons neuves, les niveaux de vente qu'on avait sur des points assez bas, avril 2020, décembre 2018, etc., etc. Ouais, alors sur la partie américaine, on commence à voir effectivement cette dégradation. Bon, déjà l'immobilier, puisque c'est le secteur le plus exposé forcément à la remontée des taux et surtout des taux hypothécaires. Il faut bien avoir en tête que le mouvement qu'on a connu, on ne l'avait pas vu depuis 81 en termes de remontée, rapidité. Donc c'est vraiment un choc très très important. Donc ça se traduit baisse sur les maisons existantes, baisse sur les maisons neuves. On aura vraisemblablement une surprise à la baisse demain sur les promesses de vente sur la même période. C'est très clairement, on va dire, un double effet pour les promoteurs. Premier, la hausse des taux, donc c'est compliqué sur le côté demande. Il y a aussi un effet offre qui commence à se voir, puisque les promoteurs immobiliers sont très dépendants des matériaux. Or, on sait qu'il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, les deux combinés, ça se traduit sur le marché immobilier. Et le risque maintenant, c'est que ça enchaîne sur le consommateur, qui est vraiment le pilier de la croissance américaine. Donc c'est un peu plus de 70% du PIB. On sent qu'en termes nominal, donc réel plus inflation, ça tient encore le choc.
parce qu'il y a du crédit conso qui s'est mis en marche. On l'a vu à travers le chiffre du mois de mars, donc plus grosse progression jamais enregistrée en mensuel du crédit conso. Ce qui aussi suggère que l'épargne accumulée pendant le Covid pour une partie de la population, donc généralement les personnes qui ont les revenus les plus faibles, c'est complètement évaporé. Et on sait très bien que le levier du crédit, c'est juste une période un petit peu de temporisation, et le risque, c'est de voir s'effondrer cette consommation réelle sur ces ménages les plus faibles. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le premier risque à court terme, et qu'ensuite ce soit, ça s'étende à toute la population, et c'est ce qui est reflété, pas encore dans les données macro, c'est toujours en retard, mais dans les avertissements de tout un tas de boîtes que vous avez citées, donc Walmart, Target, Kohl's, etc. Et c'est de plus en plus visible. À quelle vitesse est-ce que les choses peuvent aller, partant de là, partant de l'idée de la fin du boom immobilier, voire d'un début de renversement du marché immobilier? À quelle vitesse les choses peuvent se développer dans une économie comme l'économie américaine? Et jusqu'où ça peut aller, Christophe? Il y a plusieurs choses. Déjà, le marché immobilier, il faut bien distinguer le cadre dans lequel on se situe aujourd'hui. C'est-à-dire que le choc, la hausse des taux d'intérêt, ça a un impact sur le côté de demande et surtout sur la demande des primo-acquérants. Ouais. C'est une seule partie. En face, il faut savoir que les ménages les plus riches ont accumulé 2 trillions d'épargne. Donc, ils ont toujours la capacité d'aller sur le marché et d'acheter cash. Donc, le risque, il est plus aujourd'hui sur un gros ralentissement de la croissance des prix avec des volumes de vente faibles. Pourquoi ? Parce que le niveau des stocks était redescendu à un niveau historiquement bas. Donc on est encore sur un marché qui, même avec ce choc, sera sain, mais plus en phase de transition. Maintenant, le vrai risque, il est vraiment, à mon sens, sur la consommation, parce qu'on voit en termes de soft data, donc indicateur de confiance type Michigan, les niveaux sur lesquels on est aujourd'hui, sur la série, donc 70 ans, la seule fois où on était sur les mêmes niveaux et pas en récession, c'était en 2011. Donc on sent bien qu'on est sur un équilibre extrêmement fin. Et l'autre problématique, c'est que généralement, on s'attend à 2 soutiens, soit la politique monétaire, soit la politique fiscale. Alors, la politique monétaire, c'est plus un soutien parce que les ménages n'ont plus la capacité à bénéficier des taux bas, donc à se refinancer. C'est même un effet inverse avec une augmentation des mensualités. Et la politique fiscale, on sait qu'après le choc positif de 2020-2021, on a en fait une contribution négative et il ne se passera rien avant les primaires début novembre. Donc les risques sont là et au moindre choc négatif, on bascule en récession assez vite. Bon. Le marché, alors que les banques centrales restent focalisées sur la problématique de l'inflation, le marché, les investisseurs sont passés au sujet de la croissance. Raphaël, c'est clair désormais ? Oui, il y a un petit changement de tendance. Là. Après le premier trimestre, on était effectivement très focalisé sur l'inflation, avec des chiffres d'inflation qui avaient tendance à surprendre à la hausse systématiquement. L'inflation, peut-être, on peut argumenter, on commence à voir une certaine forme de stabilisation, alors à des niveaux très élevés, mais une certaine forme néanmoins. Là où l'inquiétude monte, c'est sur l'impact économique. Et là, on en parlait, il y a eu plusieurs indicateurs inquiétants, des chiffres économiques jusqu'à ce matin aux États-Unis qui surprennent un peu à la baisse cette fois. Et globalement, effectivement, cette thématique consommateur qui commence à être vraiment un sujet d'inquiétude pour le marché. Ce consommateur, il a un petit peu porté les résultats des entreprises, ou en tout cas les chiffres d'affaires des entreprises sur le premier trimestre. Il a été résilient dans son volume et aussi dans sa capacité à payer des prix plus élevés. Et on sait que les entreprises ont abondamment utilisé ce levier de la fixation des prix pour maintenir des taux de croissance de chiffre d'affaires. Donc il a été résilient et là effectivement on a des indices et Walmart et Target ont beaucoup parlé de ça sur leurs annonces de résultats, des indices que oui le consommateur il s'essouffle un peu. Alors il s'essouffle de manière assez paradoxale parce qu'il va continuer à consommer sur les services et on le sait, on voit voyager cet été, les billets de concert s'envolent, on loue des voitures. Mais sur les biens, déjà, on arrête le superflu. Plus personne n'achète de télé ou de vélo peloton pour faire court. Et en parallèle, on a aussi, même sur les biens de consommation quotidienne, une baisse en qualité. On va aller sur des labels privés, on va arrêter d'acheter des grandes marques. Donc, on va économiser des bouts de chandelle. Et donc, finalement, il y a peut-être un gouffre, ou en tout cas un risque que ce consommateur s'essouffle. Lui qui a tant porté la résilience des économies jusqu'à présent, risque de s'essouffler assez rapidement dans les mois qui viennent. Oui, s'essouffler, ou en tout cas un consommateur qui va faire des vrais choix. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre les arbitrages en tant qu'investisseur, j'imagine. Il va falloir suivre
là où vont les arbitrages de consommation demain, effectivement. Et certains en profiteront, c'est ce que je comprends, d'autres en profiteront beaucoup moins. D'autres en profiteront moins et probablement que la photo générale sera beaucoup moins constructive. Christophe en parlait, les indices de confiance des consommateurs sont au plus bas. Le taux de croissance des revenus réels, donc corrigés de l'inflation de ces consommateurs, est au plus bas également. Et donc finalement, peut-être que le consommateur risque d'avoir une gueule de bois dans pas longtemps. Une fois qu'il sera rentré d'Ibiza en avion à 2000 € l'aller-retour, il va falloir se confronter à la réalité qui est que le revenu disponible est moindre, l'inflation croît plus vite que les salaires et qu'il va peut-être falloir habituer nos habitudes de consommation. Ouais. Bon, comment vous regardez la situation chez M&G, Florent, déjà sur le plan macro, est-ce qu'il faut être inquiet d'une dégradation rapide peut-être de la croissance économique d'un pays comme les États-Unis? Et qu'est-ce que ça implique ensuite en termes de réaction de la Réserve fédérale américaine et puis en termes de marché? On viendra sur toutes ces questions, mais déjà, quel est où est-ce que vous mettez le curseur, là, aujourd'hui, dans l'ambiance d'inquiétude qui nous concerne? C'est vrai que l'état d'esprit change depuis quelques semaines avec de plus en plus d'intervenants qui font le pari d'une récession. Et c'est vrai que les indicateurs des derniers jours qui viennent d'être évoqués vont dans le sens quand même d'une dégradation de la conjoncture économique. Alors, après, effectivement, il s'agit de savoir si c'est simplement un ralentissement d'une dynamique qui était jusqu'à présent très forte, ou est-ce qu'effectivement on est en face d'une récession à venir. Et là, il est difficile de répondre à la question, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais une des clés, ce sera effectivement sans doute la manière dont la Réserve fédérale américaine va tenter de piloter ce ralentissement. Est-ce qu'elle arrivera à trouver une ligne de crête et à nous offrir un atterrissage en douceur, parce que c'est le terme consacré. Là est toute la question. Pour ce qui nous concerne, on ne verse pas dans le catastrophisme à ce stade, parce qu'il nous semble que l'inflation n'est pas sur une trajectoire d'emballement. Alors il y a débat sur les marchés sur cette question-là, mais là, pour nous... Ben non, sur les marchés, il n'y a pas débat, Florent. Les break-even d'inflation, ils n'arrêtent pas de baisser. Aux États-Unis, en tout cas, ils sont plus sur des tops qu'on a pu observer à plus de 3% et quelques. Donc non, dans les marchés, il n'y a pas débat sur ce sujet-là. Il y a débat partout ailleurs, mais il n'y a pas débat dans les marchés. Donc il y a débat sur les plateaux, mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, quand on regarde aussi l'inflation dans 5 ans pour 5 ans, on regarde que finalement, les anticipations d'inflation à moyen terme, telle que valorisée dans les instruments, elle est pas si élevée, elle doit s'établir à 2,50, 2,60 sur l'indicateur que je viens de mentionner. Donc effectivement, à ce stade, ça ne se voit pas forcément dans les instruments qu'on utilise habituellement pour juger les anticipations d'inflation par les agents économiques et les marchés. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les débats animés par les stratégistes ou économistes là, il y a une discussion. Ou directeurs de gestion que nous sommes, effectivement, il y a quand même, depuis quelques semaines, une angoisse qui monte. Et à ce stade, on ne la partage pas complètement, parce qu'effectivement, la lecture des derniers chiffres d'inflation ne nous semble pas, en ce qui nous concerne, donner le signal d'un emballement. Alors, beaucoup d'intervenants se sont arrêtés sur le chiffre de l'inflation cœur aux États-Unis, qui semblait rentrer dans une dynamique plus forte, mais quand on regarde le détail, il semblerait quand même que c'est quelques postes bien précis qui disons, sont à l'origine de ce chiffre un peu plus important sur l'inflation cœur. Donc pour nous, il n'y a pas encore suffisamment d'éléments pour faire le pari d'un emballement de l'inflation. Les boucles prix-salaire ne sont pas encore enclenchées aux États-Unis, encore moins en Europe. Donc notre grande idée, c'est que l'inflation, quand même, en tendance, va se résorber dans les 12 à 24 mois, progressivement, lentement. Et pour ce qui concerne la croissance, effectivement, notre idée, là aussi, c'est que la Réserve fédérale n'ira peut-être pas au bout de la trajectoire de hausse de taux d'intérêt qu'elle prétend enclencher. Il nous semble assez difficile de monter rapidement
et brutalement les taux directeurs à des niveaux de 3%, sans provoquer trop de dégâts dans l'économie américaine, mais également sur les marchés du crédit, qui sont quand même un sujet extrêmement sensible, et pas seulement les questions de valorisation, mais les questions de liquidité aussi. Donc, on a peut-être tort, mais notre idée à ce stade, c'est que on saura la fin de l'histoire, Florent. Ce scénario, disons, d'une réserve fédérale qui, sans sourciller, enclencherait les hausses de taux de 50 points de base à 75 centimes réunion après réunion pour, en quelques mois, monter les Fed Funds à 3%, ça nous semble peu probable. Et donc, si on garde cette idée que l'inflation est quand même dans une tendance de décélération, et que la réserve fédérale, effectivement, d'ici quelques mois, aura un discours moins agressif, il n'est peut-être pas nécessaire de verser dans l'angoisse généralisée. Et puis après, la question qui vient ensuite, mais on y répondra dans la suite de l'émission, c'est la question du niveau de valorisation des marchés actuels. Oui. Qu'est-ce que les marchés valorisent? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a le scénario macroéconomique. Ouais. Mais après, si c'est pleinement intégré dans les cours, ça peut être l'occasion d'un retour sur les actifs risqués si on considère que le pire est déjà valorisé. Donc, après l'analyse macroéconomique vient la question de ce qui est valorisé. Ouais. Voilà. Christophe, dans les objectifs de la Fed, bon, il y a l'inflation, il y a l'emploi et la croissance, il y a les marchés aussi quelque part. Aujourd'hui, number one, c'est l'inflation. L'emploi et la croissance et la stabilité des marchés financiers viennent au second plan. Est-ce qu'il y a, l'idée que dans quelques mois, peut-être, cette hiérarchie des priorités de la Réserve fédérale américaine serait amenée à changer? Alors, je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte dans la décision de la Fed. La première, c'est ce que je répète moi depuis novembre dernier, c'est le politique qui fait tout. Faut bien savoir que la préoccupation des ménages, la principale préoccupation est devenue l'inflation, donc T3, T4. À partir de ce moment-là, le socle d'opinion favorable de Joe Biden s'est écroulé et c'est devenu une vraie priorité pour la Fed. Aujourd'hui, ça l'est encore. Ça risque de le rester à très court terme parce que je partage l'idée que l'inflation aux US a peut-être fait un top. Maintenant, la question, c'est la vitesse de redescente. Je pense que d'un point de vue politique, ils ont un intérêt à continuer à court terme, donc juin, juillet. Après, on a des mi-termes début novembre. Donc soit ils peuvent arrêter ou temporiser à partir de septembre, soit légèrement après, ou avoir un dialogue beaucoup plus accommodant à partir de septembre. Parce que la deuxième préoccupation des ménages aujourd'hui, c'est le niveau des marchés. D'accord. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc les marchés aujourd'hui influencent la politique, qui influence beaucoup la Fed. Et ça, la nouvelle relation politique-Fed, c'est assez flagrant, on va dire, depuis mi-2020. Maintenant, il y a le côté économique. Donc on l'a dit, peut-être que l'inflation a fait un pic. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la boucle prix-salaire sur les ménages qui ont les revenus les moins élevés. Parce que la boucle prix-salaire globale, elle n'y est pas encore. Mais sur les ménages qui ont les revenus les moins élevés, elle est là. Pourquoi? Parce que les loyers, en rythme annuel en avril, c'est 16,3% de hausse sur des données privées. Pas les données publiques qui ont un lag de 6 à 9 mois. Donc ça pénalise les ménages. Plus le prix de l'essence qui vient de refaire un top, plus le prix de l'alimentation qui va potentiellement faire un top. Donc l'inflation globale, un top, mais l'inflation pour les ménages ayant les revenus les plus faibles, elle n'a pas fait très clair. Et elle va le faire. Donc la boucle prix-salaire, c'est là où je pense qu'il y a une interrogation pour la Fed à très court terme. Mais le politique l'emportera là-dessus. Et à partir du moment où le mot récession deviendra peut-être une autre priorité, la Fed sera, disons, dans un trade-off beaucoup plus délicat qu'elle n'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, il y a l'équilibre, pas de problème. Oui. La target, c'est l'inflation, donc ils ont la justification économique. Elle n'a pas d'argument pour en faire moins que ce qu'elle fait aujourd'hui. Moins que ce que ne lui presse le politique. À partir du moment où le politique sera dans une situation plus délicate, et elle aussi, du coup, l'équilibre sera moins évident et on arrêtera de parler de 75 BP de hausse à un meeting. Du point de vue des marchés, effectivement, si on rentre un peu dans les questions du moment, alors je ne sais pas, 15, quasiment 20% de baisse, est-ce que c'est déjà suffisant? Quand on regarde le niveau de valorisation des marchés, le de-rating a été violent. Alors l'ajustement du PE, des valos, s'est fait par la baisse des cours de bourse.
les marges ayant plutôt bien tenu, on reste quand même sur des perspectives d'earnings, de résultats plutôt à la hausse, en tout cas un rythme de croissance autour de 10% peut-être cette année encore. Est-ce que cet ajustement, est-ce que cet équilibre-là est déjà plus confortable pour les investisseurs, ou est-ce qu'il y a encore des risques, notamment sur la partie résultats désormais, pour revenir un peu aux avertissements qui marquent l'actualité depuis quelques jours? Raphaël. Voilà, la question est bien posée. Chez Tikehau, on est globalement très prudent, très inquiet. Dans la dimension de pricing des marchés, on a la dimension multiple de valorisation, vous l'avez dit, la dimension attente de résultats. Et dans les deux cas, il nous semble que le marché n'est pas très bien positionné. Les multiples, ils ont évidemment fortement baissé. 20-25% de baisse de multiples depuis le début de l'année. On reste globalement sur des multiples qui sont assez élevés. Alors l'Europe est en train de repasser sous des moyennes historiques, les US sont toujours au-dessus. Donc on est en train de payer des marchés qui sont finalement assez chers à un moment où on est en fin de cycle. L'inflation est très élevée, la plus haute depuis 40 ans. On a un risque de récession qui pointe et beaucoup d'incertitudes. On ne parle même plus de l'Ukraine, de la Chine, etc. Donc comment justifier de payer des multiples de valorisation assez chers? Pas certain que ça soit légitime. Et puis d'autre part, vous l'avez dit, il y a des attentes de résultats qui restent globalement assez optimistes. On est à 5% grosso modo pour 2022. Et nous, chez Tikehau, on n'a pas un prisme global. On regarde principalement les petites et moyennes entreprises, surtout européennes, donc vraiment le financement de l'économie réelle. L'inquiétude est plutôt de mise. Ces attentes de résultats, ils sont clairement plutôt corrigés à la baisse et on s'attend à ce que ces dynamiques d'inflation, de matières premières, de baisse de la consommation devraient impacter les marges et les résultats assez rapidement sur le cours de 2022. Donc une dimension valorisation un peu élevée, une dimension résultat un peu trop élevée, un marché fragile qui dérisque. Le cocktail n'est pas bon pour être aujourd'hui investi. Et puis même globalement, quand on regarde des historiques plus longs, si vous regardez les derniers marchés baissiers de ces 20 dernières années, on a oscillé entre moins 35 et moins 60%. C'est un peu ça, si vous regardez 2000, 2002, 2008, 2009, 2020 et celui-ci, on est globalement sur des corrections qui ne sont pas très importantes. Aujourd'hui, on a moins 18%. Donc, le marché anticipe qu'il n'y aura pas de récession ou qu'elle sera très courte. Et le niveau de baisse auquel vous faites référence dans les bear markets, les marchés baissiers, c'est dans le cas où, effectivement, il y a une récession et un marché baissier. Voilà. Donc là, le pari qu'on est en train de faire, c'est qu'il n'y aura pas de récession, que l'atterrissage en douceur aura lieu, que les banques centrales n'auront pas besoin d'accélérer, que le consommateur tiendra la cadence. À moins 18 sur le S&P 500, c'est ce que nous dit le marché, c'est ça? En tout cas, en historique, ça y ressemble. Ouais, c'est ça. Et finalement, ce risque de scénario adverse n'est pas totalement dans les prix, selon nous. Donc la plus grande prudence reste de mise. Alors, il y a beaucoup de dislocations de marché, on peut quand même investir, il y a des poches attractives selon nous, le marché est très sensible, aujourd'hui le moindre résultat, le moindre surprise positive ou négative déclenche des grands mouvements, donc il y a des choses à faire, mais la plus grande prudence est de mise. Ouais. Mais on voit que le marché est encore surpris. C'est-à-dire que des warnings qui arrivent comme ça sans prévenir, ça provoque des chocs de marché, alors idiosyncratiques, sur la valeur en tant que telle, qui sont très forts, venant déjà de marchés qui baissent depuis plusieurs mois. Très fort, et quelles que soient les classes d'actifs d'ailleurs, c'est assez remarquable. On parlait de l'inflation qui semblait atterrir, effectivement les break-even se sont effondrés, donc les attentes d'inflation se sont effondrées sur le marché. Ça a déclenché un mouvement de taux d'intérêt assez remarquable, on parle de 20 bips, de 20 points de base en Europe, de 45 points de base aux États-Unis. On peut parler de croissance économique ou de croissance de résultats qui sont aussi révisés très lourdement, assez régulièrement. Et évidemment, des cours sur les actions qui peuvent aussi dévisser de 10, 30, 50% en quelques jours. Donc c'est un marché qui est effectivement très nerveux. Oui, c'est une réflexion qu'on se faisait qui montre aussi effectivement qu'on est peut-être dans une phase un peu différente. Mais le mouvement de repli des taux longs, des rendements obligataires, il est quand même significatif, visible en tout cas pour des opérateurs de marché sur quelques semaines. Je trouve que la séance d'hier à Wall Street, enfin le price action, la manière dont le marché s'est comporté hier est assez parlant. C'est-à-dire le 10 ans américain baisse de 10 points de base. Face à ça, le Nasdaq dévisse de 3% encore. C'est-à-dire que depuis un mois, depuis le début du mois de mai, on voit les taux longs américains qui n'arrêtent pas de rebaisser. Qu'est-ce qui baisse le plus sur les marchés actions? C'est encore le Nasdaq, c'est encore les GAFAM. Non mais
normalement, on se dit que des taux qui baissent, c'est un soutien directement pour des valeurs bien richement évaluées, de croissance rentable, visible, défensive, etc. Là, c'est un schéma qui ne fonctionne pas. Oui, parce que l'état d'esprit est vraiment pas bon sur les marchés actions. La psychologie est le sentiment qui l'emporte. Pas positif. Vous trouverez peu d'acteurs vous disant qu'il faut réinvestir massivement maintenant. Tout le monde attend la capitulation qui ne viendra peut-être pas, mais la plupart des intervenants se disent j'attends vraiment un signal très très clair pour pouvoir revenir, c'est-à-dire une baisse supplémentaire de 10-15%. Et donc, il n'y a pas de force de soutien ou de rachat dans les creux. Donc c'est effectivement cette angoisse d'une récession qui empêche les intervenants de profiter des baisses ou de suivre les logiques habituelles que vous indiquiez. Effectivement, en théorie, si les taux refluent, les valeurs de croissance doivent en profiter. Mais là, l'état d'esprit est suffisamment négatif pour que même ces mécanismes-là ne fonctionnent plus, puisqu'on retient uniquement le fait que les valeurs de croissance restent quand même très fortement valorisées, trop chères, et donc on n'intègre pas forcément le mouvement de taux des derniers jours dans le calcul. Ah, j'entends. Pour ce qui nous concerne, comme je l'indiquais tout à l'heure, on n'est pas convaincu que le scénario du pire est le plus probable. Et pour autant, c'est vrai que les niveaux de valorisation actuels n'intègrent pas ce scénario du pire. Donc nous aussi, on ne promeut pas l'idée de revenir massivement maintenant sur les actifs risqués. Pour nous, ce n'est pas un point d'entrée significatif. Donc on est aussi dans l'attente. Néanmoins, comme nous avions des sous-expositions assez marquées qui faisaient suite à des positions vendeuses qui avaient été initiées, en particulier sur le marché américain, c'est vrai qu'on réduit ces positions vendeuses et on revient à la neutralité. Donc on est quand même dans un mouvement... Il y a un risque à la hausse, malgré tout, dans les marchés. On reprend du risque, mais par rapport à une position de sous-exposition très marquée pour revenir un peu à la neutralité. Et c'est vrai qu'on va sur des secteurs bien précis. Donc il y a quand même un biais dans les réinvestissements qu'on peut faire. Donc on va aller sur le segment des valeurs minières ou des pétrolières pour effectivement, en cas de scénario inflationniste, essayer d'en profiter. Ou alors on va être sur des valeurs très très défensives de la grande consommation en espérant que ça tienne. Ben oui. Parce que c'était défensif jusqu'à ce que Walmart et Target nous disent que c'est pas si défensif que ça. Voilà, mais on pense que c'est sans doute mieux que les valeurs de croissance. Oui, j'entends. En fait, il y a quand même plus de sécurité que sur des valeurs de croissance. Et puis après, on regarde aussi la thématique infrastructure, par exemple, dans les valeurs cotées, puisque là aussi, dans un scénario de croissance modérée avec de l'inflation, les infrastructures qui elles-mêmes bénéficient, disons, des plans de dépenses publiques qui vont être initiés ou qui sont déjà initiés, peuvent être une sorte de refuge. Voilà. Donc c'est pas de notre point de vue, c'est pas non plus un moment où il faut céder en masse les actifs risqués, puisqu'on revient aussi un peu sur le crédit, compte tenu des niveaux de spread qu'on a sur l'investment grade ou même sur le high yield. Donc on recommence à reconstituer des positions, mais pas au point de donner un signal fort de repartir de l'avant. On attend effectivement, comme d'autres, une baisse éventuelle supplémentaire pour définitivement enclencher un mouvement plus offensif. Un nouveau cycle d'investissement dans les portefeuilles. Je reviens aux banques centrales avec une petite question quand même, Christophe, puisque tous les discours les plus agressifs depuis 6-9 mois deviennent au fur et à mesure du temps le consensus au sein des grandes banques centrales. Donc, c'était Bullard du côté de la Fed qui a été très en avance effectivement sur ce qui se passe aujourd'hui. On a pas mal de faucons à la BCE. Je note l'Autrichien Holtzmann par exemple qui... nous disait en début d'année qu'il fallait au moins 2 hausses de taux de la BCE cette année. À l'époque, c'était inenvisageable. Ça nous paraissait être un autre monde. Aujourd'hui, c'est au minimum le consensus, voire déjà peut-être un peu dove par rapport à ce que le marché attend. Ce même Holtzmann, gouverneur de la Banque d'Autriche, nous dit qu'il faut monter les taux de 50 BP le 21 juillet. C'est une discussion qui doit avoir lieu. C'est une discussion qui aura peut-être lieu. Après, je pense que ça reste minoritaire aujourd'hui et qu'on a eu la chance d'avoir la roadmap de Christine Lagarde début de semaine. Donc, à savoir qu'on sortirait des taux négatifs à la fin du T3, ce qui implique 25 BP juillet, 25 BP septembre, ce qui semble
Ce qui est cohérent avec le pricing du marché, qui, quand elle l'a dit, c'était 55 BP pricé, c'est à peu près en ligne. Maintenant, la BCE est dans une situation qui est complexe et due à la fragmentation des économies. Parce que, quelque part, on a les pays baltiques qui ont des chiffres d'inflation à plus de 10%. Ouais. Et on a l'Allemagne qui est dans la même situation que le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis. C'est-à-dire qu'avec un marché du travail tendu et où il y a le début de boucle prix-salaire sur les personnes ayant les revenus les plus faibles. Ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble de la zone euro, mais ce qui commence à être le cas en Allemagne. Donc la crainte d'inflation en Allemagne est plus élevée que partout ailleurs. Et donc il y a cette nécessité à chaque fois pour la BCE de trouver l'entre-deux. Et le risque, c'est qu'il soit poussé à relever et qu'il crée en fait un frein sur la croissance d'autres pays dans le contexte qu'on connaît avec une problématique Ukraine-Russie qui peut se dégrader très rapidement. Parce que moi, je reste convaincu que l'Europe mettra un embargo sur le pétrole russe. Alors après, Total, ex-pipeline, tarifs douaniers, on peut tout imaginer, mais je pense qu'ils vont le faire, ne serait-ce que pour accélérer un dénouement à un moment ou à un autre. Donc ça peut être un risque pour certains pays. Maintenant, l'inflation en zone euro, c'est quand même une configuration différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Plus de 50%, c'est de l'énergie, donc il peut y avoir encore un choc positif. À cause de l'embargo sur le pétrole, à cause du redémarrage de la Chine qui, quand elle va redémarrer très très fort et vraisemblablement tirer toutes les matières premières. La question pour moi, elle est plus début 2023. Même au T4, je pense que la roadmap, ce sera 25, sauf si choc significatif. Ah oui, donc on ne s'arrête pas en septembre. Ah non. Non, je pense qu'ils sont partis pour au moins suivre en décalé le marché. Le marché nous dit que ça va continuer encore et encore. Maintenant, après, ça dépendra de comment vont réagir nos économies. Mais je pense que l'idée sur le plan fiscal, c'est de continuer à soutenir le consommateur. S'il y a la politique fiscale qui soutient le consommateur via des chèques divers et variés, c'est possible de relever les taux de 100 BP d'ici la fin de l'année, ce qui est moins que ce qu'anticipe le marché quand même, par rapport au niveau actuel. Donc pour moi, la BCE va enclencher et vraisemblablement, elle peut ensuite continuer. Mais tout ça, et plutôt la partie 2023, ce qui à mon sens est la plus intéressante, c'est comment ça va évoluer sur l'inflation suite au conflit Russie-Ukraine. Je comprends. Comment on sortira de cette situation ? La Chine, on voit très bien la roadmap. Ils vont réussir à sortir du Covid à la fin du T2, début du T3. Ils vont envoyer très très fort au T3, ce qui va tirer le prix des matières premières encore vraisemblablement au T3. Mais après, on peut avoir le contre-choc. Le temps d'apprécier le contre-choc, le temps de mettre à jour les modèles des prévisions, etc. Je pense qu'on peut avoir une vision jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, c'est la vraie question pour la zone euro, c'est 2023. Et surtout, est-ce qu'on voit sur les salaires un mouvement global ou pas ? Qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on voit dans certains petits pays. Ouais. Bon, est-ce que l'Europe et les entreprises européennes savent vivre avec des taux positifs, des taux directeurs de banque centrale positifs et tout ce que ça implique pour le coût du capital, le coût de financement ? Raphaël ? Sur le coût du financement, c'est une bonne question, et on regarde avec un œil intéressé ce qui va se passer sur l'obligataire, sur le haut rendement en particulier, où on est très actif. Et effectivement, les taux ont redécalé à la hausse de manière très significative. On est supérieur à 5% aujourd'hui. À l'instant T, il n'y a pas encore vraiment d'impact sur la solvabilité, la liquidité de ces entreprises. Globalement, les entreprises comme les consommateurs ont profité des années de taux bas et des politiques Covid pour renflouer les caisses. Donc, quand vous regardez à aujourd'hui, les grands indicateurs de liquidité et de solvabilité des entreprises en Europe, ils sont globalement bons. Les taux de ratio de couverture d'intérêt ramenés au profit sont au plus élevés depuis 10 ans. Les taux de levier ont fortement baissé à la suite du Covid. Donc, ramenés au profit, il y a assez peu de dettes. On a énormément de cash dans les coffres forts ramenés aux actifs. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui, aujourd'hui, inspirent confiance. Néanmoins, la difficulté, c'est que la trajectoire opérationnelle va clairement se ralentir. Et donc, arrive un moment où il va falloir essayer de se refinancer, que ces liquidités risquent de s'amoindrir, de s'épuiser, et à ce moment-là, il faudra retourner vers le marché qui offrira des taux qui seront beaucoup plus élevés. Donc là, on n'est pas encore dans cette dynamique négative. Les entreprises ont un répit pour l'instant, mais clairement, ça va être un souci supplémentaire dans la besace
pour les mois de fin d'année. Ouais, c'est quoi? Il y a un risque de zombification là, d'entreprises qui auraient du mal à se refinancer ou qui seraient contraintes de se refinancer à des taux outrageux, pour le dire ainsi, Raphaël? Le risque extrême, c'est le défaut. Aujourd'hui, le défaut, il est à 0%. Je crois que sur vous et moi, on a eu zéro défaut. Donc, on est vraiment très, très proche des zéros. Les entreprises, encore une fois, ont nettoyé leur bilan et les maturités court terme pour pouvoir un petit peu voir venir lorsque les taux étaient bas et les marchés primaires étaient ouverts. Le risque, c'est que des entreprises avec plus de leviers, plus de dettes, dans un besoin de refinancement prochain, peut-être à l'horizon fin d'année ou 2023, trouvent porte close ou trouvent des niveaux de refinancement qui soient trop élevés. Prohibitifs. Ouais. Et là, tout d'un coup, difficile à dire aujourd'hui, mais on a un risque de défaut qui apparaîtrait sur ce segment plus endetté et qui évidemment aurait un impact sur les économies. Donc bon, on n'en est pas là. Et 5% de rendement sur le high yield, ça intègre l'idée d'un peu de défaut, de beaucoup de défauts qui correspondraient à une situation de récession? Alors, une grande partie de ce rendement a été aussi obtenu à travers la hausse des taux souverains. D'accord. C'est le choc de taux qui a fait remonter les rendements high yield. D'accord. Les spreads de crédit aussi ont augmenté, mais finalement, ils sont à des niveaux qui sont certes élevés, mais en ligne avec ce qu'on avait vu fin 2018. Là encore, on parlait d'une certaine complaisance des marchés. Le marché du crédit n'est pas encore totalement dans une panique vis-à-vis d'une récession à venir, etc. Ceci étant dit, regardons un petit peu le long terme. On est aujourd'hui sur l'obligatoire, par exemple, la yield, sur des taux de rendement qu'on n'avait pas vus hors Covid depuis des années. D'accord. Et d'ailleurs, on commence de plus en plus, et beaucoup de nos clients en parlent, à reconsidérer les poches obligataires dans les allocations. Après des années à privilégier les actions en priorité de manière assez systématique face à des taux négatifs sur l'obligataire, aujourd'hui, l'obligataire peut-être va redevenir une option, dirons-nous, dans une poche d'allocation d'investissement. Au moins de l'attrait relatif, effectivement, aujourd'hui, sur la partie crédit et obligataire. Si vous avez des points à ajouter, n'hésitez pas. Florent, je voulais qu'on prenne encore le temps qui nous reste pour discuter un peu de la Chine. J'ai entendu la vue très positive de Christophe Barrot sur la deuxième partie de l'année 2022 pour la Chine, avec l'idée d'un fort redressement. J'ai l'impression que là aussi, c'est une question qui se discute. Tout le monde n'a pas la même vision. J'ai en tête... Alors, c'est toujours très anecdotique, mais quand même, ce sont des entreprises qui connaissent ces marchés-là. Le patron de Richemont, maison mère de quartier, la semaine dernière. Alors, c'est peut-être l'extrême du discours bearish sur la Chine. C'est la Chine ne s'en relèvera pas. C'est un peu comme ça qu'il le dit. Le consommateur chinois va mal. Le rebond de la Chine sera beaucoup plus lent et beaucoup moins fort que ce qu'on a eu l'habitude de voir. L'économie chinoise va continuer de souffrir plus longtemps que ce que les gens pensent. Voilà, ça c'était le discours de Johann Rupert, le patron de Richemont, la semaine dernière. Où est-ce que vous vous situez, vous, chez M&G, vis-à-vis de la vision que vous avez de l'économie chinoise pour la deuxième partie de cette année? Peut-être, avant de parler de la Chine, juste un mot, parce que vous me proposiez de compléter éventuellement. Et puis après, j'irai un mot de notre vision de la Chine, en essayant d'être bref. Sur la situation de la zone euro et ce que peut faire la BCE, il y a quand même effectivement une situation radicalement différente de la situation américaine, où la BCE, en plus de devoir gérer des problématiques d'inflation, doit gérer, la dislocation éventuelle de la zone euro, et les questions de la fragmentation, qui est quand même un vrai sujet. Oui. Donc comment est-ce qu'on peut lutter contre l'inflation en montant rapidement les taux d'intérêt sans provoquer une fragmentation forte, et on pense en particulier à l'Italie, mais même à l'Espagne, la France et autres. Et en fait, la seule piste pour sortir un peu de cette contradiction inhérente au processus de la construction européenne, ce serait un peu plus de mutualisation des dettes. C'est la petite musique qui commence de circuler. La vraie arme anti-fragmentation, c'est au niveau budgétaire, c'est pas au niveau de la Banque centrale que ça se joue. Et une dette commune, puisque dans la tribune qui avait été publiée en décembre, je crois, par Mario Draghi et Emmanuel Macron, il était question de la création d'une agence de dette européenne qui reprendrait une partie des dettes souveraines des États. Et d'ailleurs, très, très nommément, on parlait des dettes contractées à l'occasion de la crise sanitaire, voire même des dettes qui avaient été contractées à l'occasion de la crise de 2007-2008. Donc il s'agirait de loger dans une agence de la dette européenne toutes ces dettes liées à des situations conjoncturelles très, très particulières, pour ensuite pouvoir refinancer cette dette à des taux moindres du fait de la mutualisation. Donc c'est ce point-là que je voulais ajouter.
Oui, sachant qu'on n'y est C'est pas. que- L'Allemagne, Non. dette commune sur le schéma Next Gen EU, non, ça n'est pas une question aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Et du côté de la BCE, c'était ce matin le vice-président Luis de Guindos sur l'arsenal anti-fragmentation de la BCE. On n'en a pas discuté. Non, évidemment, il le dit à c'est- peu près comme c'est ça. un On n'a pas sujet discuté que- des détails de cette petite question. L'Europe du Sud Bon. y est favorable, l'Europe Oui, du Nord oui, non, mais voilà. ne veut pas en entendre parler, mais la théorie économique quand même semble dire que si l'inflation Oui. s'installe durablement, il n'y aura pas d'autre issue. D'accord. Le d'aller rationnel nous amène vers ça. Dans cette voie, si l'inflation structurellement s'installe, ce qui n'est pas forcément non plus le scénario, hein, mais en tout cas, il faudra remettre ce sujet-là sur la table. Et pour ce qui concerne la Chine, en ce qui nous concerne, effectivement, on note la dégradation de tous les indicateurs en Chine, consommation, production, et la difficulté des autorités chinoises à réagir comme elles avaient l'habitude Oui. de le faire, avec néanmoins quand même des mesures qui ont été annoncées qui ne sont pas d'une ampleur exceptionnelle, mais Non. on voit un certain nombre de baisses de taxes un peu partout. Bon, il y a évidemment la notion du taux de financement de l'économie qui va jouer un rôle. Est-ce que ça suffira pour relancer la dynamique à ce stade? On n'a pas vraiment l'impression. Néanmoins, comme ça a été indiqué, la crise sanitaire à laquelle ils font face actuellement et qui explique en grande partie quand même la faiblesse de la dynamique économique devrait quand même se résorber en tendance. Donc oui, une croissance chinoise qui sera sans doute inférieure effectivement à ce que les autorités chinoises avaient annoncé. Donc c'est pas non plus une bonne nouvelle effectivement pour l'économie mondiale et donc du coup c'est vrai que c'est pas, vous l'avez compris, c'est pas sur la Chine qu'on investit le clair. plus. On est plutôt encore sur la zone occidentale, Europe, États-Unis, sur les secteurs que j'évoquais tout à l'heure. Mais oui, la Chine ne nous inspire pas une grande confiance, donc on n'investit pas dans cette zone. De là à envisager là aussi une détérioration Plus marqué par temps. D'accord. très Oui, je gênante comprends. pour l'économie mondiale, c'est pas non plus ce qu'on privilégie comme scénario. Qu'est-ce qui vous fait imaginer qu'on va avoir une telle impulsion venant de la Chine je ne sais pas, d'ici 2-3 mois, Christophe, c'est ce que vous avez évoqué. Hein. Simplement que si on fait la somme de tout ce qui a été mis monétaire, fiscal de côté, ça fait 5 trillions de dollars et qu'ils sont prêts à être décaissés assez vite. Ça veut dire quoi de côté? C'est ce qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, c'est ça? Ce qui est disponible? Exactement. Donc je pense que 5 l'idée, trillions. à peu près, si on somme toute la politique monétaire et fiscale, il y a eu toutes les émissions de dette au niveau local, central, ont été accélérées sur la première partie de l'année. Énormément de rentrées fiscales accumulées janvier, février et même mars, avant l'épisode du Covid, des réserves de l'année précédente. Donc je pense que le schéma il sera assez similaire à ce qu'on a vu sur la période avril, mai, juin 2020, à savoir que toute la recovery, enfin, toute la reprise a été essentiellement dopée par l'investissement public et investissement infrastructure, et qu'ensuite, potentiellement, le reste de la sphère privée va reprendre. Donc la reprise T3, ce serait que du public et que de la dépense qui est déjà prête. Les projets Mais seront- est-ce que c'est ce qu'ils veulent encore faire ou pas, Christophe? Ils ont déjà mis l'argent de côté pour le faire. Maintenant, c'est pas une reprise à la 2008-2009 avec l'immobilier à tout va résidentiel. On parle de dépenses fiscales, enfin publiques, dans les infrastructures. Donc, on va continuer les gros projets, Go West Policy, route de la soie, etc., infrastructures, aéroports. Donc, moi, je ne suis pas forcément inquiet sur la partie investissement public. Du T3, la question, c'est est-ce que le privé prend le relais au T4 Donc, c'est ce qui s'était passé 2020-2021. Et après, ils ont une politique monétaire qui est aujourd'hui accommodante, mais pas trop. Sans plus? Pourquoi relancer alors que tout est fermé, que le trafic aérien est à moins 70% au rythme annuel? Pourquoi mettre de l'essence? Donc c'est une question de timing plus que de moyens et de volonté, vous dites? Complètement. Je pense que c'est une question de timing. Ils relanceront le moment où l'économie sera réouverte à 100%, ce qui ne sera pas le cas avant le T3. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les invités de Planète Marché en plateau. Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Raphaël Thuin, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Et Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un grand thème historique de marché, celui du capitalisme et des entreprises familiales.
cotées en bourse, évidemment, et ce sont des entreprises qui ont toujours, historiquement, beaucoup intéressé les investisseurs. On va essayer de comprendre pourquoi avec Clémence de Rottier-Jacob, qui est à mes côtés en plateau, gérante chez Richelieu Gestion. Clémence, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue. Le Merci. fonds que vous gérez aujourd'hui s'appelle Richelieu Family Small Caps. On est donc dans le monde du family business et des petites et moyennes capitalisations. Là, on trouve sans doute le capitalisme familial le plus prononcé. Avant de rentrer dans la thématique familiale, un mot quand même peut-être de la manière dont vous regardez le segment small et mid cap en Europe aujourd'hui. Bon, ça baisse, tout baisse, on le sait depuis des mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement et de la performance de ce segment de marché dans l'absolu et en relatif également par rapport aux autres segments du marché action? À mon sens, le premier point à souligner, c'est que cette année, il n'y a pas de crainte spécifique sur la liquidité, contrairement à ce qu'on a pu vivre et subir fin 2018. Donc aujourd'hui, à notre sens, il n'y a pas de crack sur les small caps. Et du reste, quand on regarde à la fois leur valorisation, alors on aime bien comparer leur prime de valorisation historique par rapport aux grandes capitalisations. On est bien inférieur à la moyenne historique. Et en parallèle de cela, quid des perspectives des bénéfices par action, pour les small caps, on est bien supérieur aux large caps. Donc, si vous regardez d'un point de vue purement technique, pour nous, les signaux, on est très à l'aise, on est plutôt confiant sur cette thématique. Ceci étant dit, cette année, on a pu le voir, le débat n'est pas forcément small large cap. En fait, cette année, que vous soyez petite, moyenne ou grande entreprise, si vous êtes une société de croissance et chère, vous chutez en bourse. Donc voilà, il y a le débat, c'est la valo. C'est ça, exactement, ouais. La valo. Et puis le positionnement, value, croissance, l'exposition IT, industrielle. Il y avait une chute des marchés très, très IT en début d'année. Le marché suédois, qui était un marché très cher, notamment dans les mid-cap, small et mid-cap. Et puis après, avec la guerre en Ukraine, c'est plus l'industrie qui a souffert, avec la montée de l'inflation. Donc le débat est plus là, à notre sens, aujourd'hui. Ce qui est plutôt positif pour les small caps, puisque nous espérons qu'une fois la normalisation arrivée, l'écart de valorisation, qui est quand même historique, à notre sens, sera normalisé. Et vous êtes confiant, parce que là, le grand débat du moment dans le PE, alors les valos sont ajustés avec la baisse des cours de bourse. La question, c'est celle du E, des earnings. Quand vous regardez, alors de manière agrégée, votre univers d'investissement, les attentes bénéficiaires sont ambitieuses, très ambitieuses, trop ambitieuses. Elles sont correctes par rapport à la capacité de ces entreprises à délivrer justement de la croissance? On est vers la fin de la publication des premiers trimestres. Ce que nous avons pu voir, et là où les déceptions ont été parfois, quand il y a eu des déceptions, c'était vraiment sur l'inflation des coûts qui n'avait pas été guidée assez tôt par les dirigeants, et donc ils ont dû ajuster leurs prévisions en début d'année. Après, c'est difficile d'avoir une vue. On a seulement le T1, on n'a pas toute la séquence bénéficiaire de l'année, et en général, c'est plutôt au deuxième trimestre que vraiment l'earnings est ajusté pour coller davantage à la réalité annuelle. Maintenant, la sélection de titres et le stock picking, à notre sens, fait plus de sens que jamais, avec vraiment chercher les sociétés qui ont ce pouvoir de négociation et qui vont pouvoir passer la crise inflationniste. Qui semble durer. Oui, on va partir de cette hypothèse-là. Et justement, quels sont les atouts du capitalisme familial dans ce contexte, Clémence? Déjà, je le disais, alors aujourd'hui, la gestion thématique est très marketée, on va dire, dans le monde de la finance. Mais à juste titre. Et à juste titre, évidemment. Non, mais le marketing, il n'y a aucune connotation négative de ce point de vue-là. Ça montre bien les tendances qui guident votre industrie aujourd'hui. Mais c'est un thème ancien de marché, c'est pas nouveau. Ce thème, cette thématique de l'entreprise familiale, c'est toujours quelque chose que les investisseurs boursiers notamment ont affectionné, Clémence. Exactement. Alors c'est avéré, je pense que c'est assez consensuel aujourd'hui de dire que sur le long terme, les entreprises familiales surperforment, parce que l'historique de performance le démontre, l'illustre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quid aujourd'hui dans cet environnement de marché. Et pour nous, c'est un choix très cohérent dans un marché qui est très difficile. Enfin, il faut dire les choses, un marché qui est très volatile. Le maître mot, on le disait tout à l'heure, c'est le pricing power. Et finalement, quoi de mieux pour le déployer que des marques fortes, qu'une forte culture d'entreprise, qu'un savoir-faire renommé. C'est autant de caractéristiques qui sont propres aux entreprises familiales, qui ont réussi à travers les générations à développer ça, et c'est vraiment un fait.
Et à cela, vous pouvez rajouter une gestion financière qui est plus avisée. Quand on parle d'entreprise familiale, et c'est vraiment un fil conducteur dans la gestion des patrons d'entreprise familiale, vous avez en général peu, voire pas d'endettement. Une croissance externe, donc des acquisitions qui est très disciplinée. Ça veut dire que finalement, en phase de creux de marché, vous êtes mieux positionné parce que vous avez la trésorerie nécessaire pour non seulement continuer, alors déjà ne pas faire appel au marché, ni augmenter votre endettement et donc vos charges financières, et puis surtout pouvoir continuer à financer votre propre croissance. Et également, le fait d'avoir une discipline dans la croissance externe, ça va éviter, en cas de retournement de marché, d'avoir à déprécier ces actifs que vous auriez achetés trop cher avec une politique trop agressive de croissance externe. Donc pour nous, déjà lors de la crise sanitaire, elles étaient bien positionnées puisque cette trésorerie a permis de survivre en fait et de continuer à aussi investir dans la recherche et développement. Et aujourd'hui, ça prend aussi tout son sens avec l'inflation. Ouais, c'est ça. Les derniers stress tests de marché ont validé effectivement, ont validé l'intérêt du. Mais pourquoi est-ce que ces entreprises familiales, qui sont cotées, qui sont soumises à la même dictature des marchés que d'autres entreprises, les résultats trimestriels, etc., pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent mieux positionnées ? Comment on explique cette discipline financière, comme vous dites, Clémence ? La discipline vient vraiment du fait que elles ont une vision à long terme. Leur priorité, c'est la transmission à la génération d'après. C'est préserver le patrimoine. C'est ça, vous gérez votre société de façon différente que si vous étiez un mandataire social là pour 5 ans et devant restructurer l'entreprise. Là, il y a vraiment une priorité de pérennité qui est dans l'ADN des entreprises familiales. Après, tous les atouts que nous mettons en avant, n'oublions pas, parce qu'on peut être étonné parfois quand on voit les mouvements boursiers, évidemment, quand le marché chute, elles vont chuter davantage, mais là, nous, on parle plus de leurs fondamentaux économiques. Le comportement boursier peut être le même à un instant T que le marché, puisque le marché ne fait pas la distinction, mais au prochain résultat, on voit quand même qu'elles sont mieux loties. Et en sortie de crise, on voit celles qui finalement étaient mieux gérées et vont sortir gagnants de cette crise-là. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut se mettre aux côtés d'une famille en tant qu'investisseur minoritaire dans une entreprise cotée, Clémence ? Le fait d'être minoritaire, de ne pas partager forcément les mêmes intérêts long terme que la famille, est-ce que c'est déjà un sujet ? Et la question des générations aussi, est-ce qu'investir dans une entreprise qui est détenue par la première génération, c'est la même chose qu'une entreprise qui est détenue par la deuxième, voire la troisième génération de la famille fondatrice ? Oui, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de choses que nous regardons. Évidemment, le premier point, c'est la question de la gouvernance. C'est ce que nous scrutons en premier. Nous nous posons systématiquement la question, quels sont les contre-pouvoirs ? Alors, on regarde beaucoup le pourcentage d'indépendants au board. C'est quelque chose qui nous donne un élément. L'actionnariat familial n'est-il pas non plus parfois trop complaisant avec le management, surtout s'il est l'un des leurs ? Il y a une question de conflit d'intérêts parfois. Est-ce que, quand la situation opérationnelle est difficile, il n'y aurait pas une inertie qui va se créer parce qu'on est dans notre soi, alors qu'avec une vision externe, les choses pourraient agir être modifiées ou rééquilibrées peut-être plus rapidement. La problématique de la succession dont vous parliez est cruciale. C'est une des premières questions qu'on va poser à un management familial. La tentative de dynastique à tout prix, ça c'est un gros risque. Pour nous, le management, la génération qui arrive, si elle veut diriger, doit être crédible et surtout la succession doit être orchestrée bien en amont. Ce qu'avait fait d'ailleurs Trigano, M. Feuillet, a annoncé bien des années en avant qu'il allait quitter les fonctions opérationnelles. La famille allait rester au board, mais ne gérerait plus. Voilà, donc c'est des bons exemples de transmission fait en douceur et ce que le marché attend. Communication financière aussi, vraiment la transparence, quelque chose de très important pour nous, d'autant plus pour des PME ETI. Le traitement des minoritaires. Ce que vous disiez dans votre question, il y a 20% d'entreprises familiales cotées qui ont une double cotation. Action, donc avec des droits, par exemple des droits de vote doubles, des titres préférentiels qui n'ont pas de droit de vote, certains qui ont des dividendes, etc. Donc ça ne nous empêche pas d'investir dans ces titres-là, mais c'est des choses, et d'ailleurs nous votons systématiquement, encore nous avons les droits en Assemblée Générale, mais justement pour essayer d'avoir un traitement, pas d'asymétrie dans les droits des minoritaires.
Voilà. Après, nous comprenons vraiment pourquoi une entreprise familiale va avoir peut-être tous ces éléments que le marché va juger un peu plus opaques. On comprend que c'est vraiment pour protéger sa voix. Mais à notre sens, dès l'instant où elle est cotée, l'actionnariat familial doit, dans la mesure du possible, se mettre au pas du temps boursier, qui a besoin de catalyseurs à court terme, au-delà de son histoire, son equity story à long terme, qui est ce que le marché plébiscite. Mais on a besoin à court terme d'avoir quand même de délivrer avec de la transparence, une gouvernance excellente. Il faut réfléchir encore plus que d'autres peut-être quand on se cote, quand on est une entreprise familiale. Il faut avoir de vraies bonnes raisons de le faire effectivement et d'être capable de jouer le jeu du marché boursier, de l'exigence du marché boursier. Pour incarner un petit peu ces entreprises familiales, Clémence, dans le contexte de marché actuel, avec l'enjeu inflationniste et l'enjeu du pricing power, c'est quoi un exemple de société qui vous paraît aujourd'hui bien positionnée pour affronter les prochains mois? Nous apprécions, on aime bien regarder, justement on parlait de la crise sanitaire, puis la crise actuelle, essayer de voir ceux qui vont sortir renforcés de cette crise-là. Un bon exemple à notre sens, c'est la société familiale allemande Sixt, le loueur automobile, le loueur de voitures. C'est la 3e génération qui dirige la société, la famille est largement majoritaire au capital. Pour nous, c'est un des grands gagnants de la crise sanitaire, puisque dans un marché qui était complètement déprimé, puisque vraiment un des plus touchés par le confinement, la crise sanitaire, pour nous, ils ont fait des choix intelligents. Ils ont cédé des actifs au début de la crise, qui leur a permis de garder une solidité financière, surtout en relatif. Ils n'ont jamais été au bord de la faillite comme leurs concurrents acteurs européens ou américains. C'est ça. Hertz, Chapter 11, début 2020. Bon, après, ils sont réintroduits en bourse en fin d'année dernière, mais ça leur a permis de gagner des parts de marché. Et notamment aux États-Unis, ils ont réussi à gagner de nouvelles concessions aéroportuaires parce qu'ils étaient en phase elles s'étaient restées vacants par des loueurs locaux qui étaient en faillite. Ce qu'on aime bien au-delà du contexte, que nous apprécions chez SIX, c'est son positionnement premium. C'est très forte relation avec les équipementiers automobiles allemands, qui fait que dans un contexte d'offres très réduites automobiles, ils arrivent quand même à augmenter leur flotte parce qu'ils ont des relations historiques privilégiées. Très forte part de marché, plus de 40% en Allemagne, plus de 25% en Europe, et vraiment l'expansion du marché américain, ils y sont rentrés seulement en 2017. Ça représente déjà plus d'un quart de leur potentiel, et on a vu, ils gagnent des parts de marché. Mais au-delà de ça, la big picture, comme on dit, de Sixt, à notre sens, c'est que leur stratégie, la stratégie de la famille, et de la nouvelle génération surtout, et c'est important qu'il y ait cette nouvelle génération parce qu'elle est beaucoup plus connectée, etc. Bien sûr. SIX, c'est une plateforme. Elle renouvelle la vision stratégique, on va dire. Exactement. Et c'est vraiment la diversification de la stratégie au-delà du marché simple de la location de voitures. Il s'adresse à un marché qui est 6 fois plus gros, qui est le marché des solutions de mobilité dans leur ensemble, avec le covoiturage, les offres de location de voitures, enfin des offres d'abonnement de voitures, etc. C'est plus de la location de voiture, c'est une solution pour votre mobilité. Et pour nous, ils sont bien positionnés avec vraiment ce service-là qui se déploie et qui permet un marché qui est beaucoup plus gros que le seul marché en aéroport. Devenir un guichet unique des solutions de mobilité. Exactement. Merci beaucoup Clémence de Rottiacob qui était avec nous pour évoquer ce thème des entreprises familiales cotées. Évidemment, on parle d'investissement boursier. Clémence qui est gérante chez Richelieu Gestion et qui gère le fonds Richelieu Family Small Caps. Voilà pour ce quart d'heure thématique ce soir. On se retrouve non pas demain, ni après-demain, on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart après un long week-end de 4 jours pour l'Ascension.